Le monde du vin, c'est pas que un monde masculin. On peut tout faire en fait, après il suffit juste d'adapter parce que physiquement il y a des choses qui sont plus difficiles à faire pour une femme, mais à force de, ça marche. J'ai quand même la chance d'avoir hérité d'une histoire de famille longue et riche et je me suis dit c'est un petit peu dommage que ça s'arrête ici. Il fallait aussi que je montre que je savais faire du vin, que j'étais pas juste la fille de quelqu'un. Bonjour Laura Bourdi. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous vivez dans le Jura. Après une formation en œnologie, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un domaine viticole de 10 hectares situé à Arlay. Vous produisez chaque année environ 40 000 bouteilles de vin en biodynamie. Alors j'ai plein de questions à vous poser car le thème qui vous concerne est vaste. Mais on va commencer par le début. Le vin, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite. C'est une histoire de famille puisque vous êtes la 16e génération à faire vivre ce savoir-faire. Comment c'était de grandir au milieu des vignes et des tonneaux de vin ? Et aussi loin que je puisse m'en souvenir, c'était assez rigolo, sachant que mes parents ils habitent vraiment à côté, donc j'ai passé toute mon enfance à venir attendre ici. J'ai eu la chance de beaucoup suivre mon grand-père, mon papa et mon oncle qui étaient au domaine avant moi. Et j'ai souvenir d'avoir beaucoup été dans leurs pattes pendant les vendanges, pendant les vinifications, goûter le jus, et puis après plus on grandissait, plus on goûtait du vin avec ma petite sœur. Et donc ouais, j'ai beaucoup joué à la marchande, j'ai beaucoup vendu de vin quand j'étais petite. Et ça reste des super beaux souvenirs. Et j'ai beaucoup d'odeurs en mémoire, d'odeurs de mon enfance, liées à la cuverie, liées à la vigne, etc. Et c'était plutôt chouette, ouais. J'ai des jolis souvenirs d'enfance. Alors quand on dit 16e génération, on parle de 1579, si je ne me trompe pas. Ouais. Les premières personnes qui ont fait du vin dans votre famille, c'était à cette époque-là. Ouais. C'est un héritage qui est énorme. À quel moment vous avez décidé de faire perdurer justement cet héritage ? Je pense qu'on m'a plus ou moins mis une petite graine dans la tête depuis que je suis toute petite, même si ça m'a vraiment trotté quand moi-même j'ai attendu ma première fille, où je me suis dit j'ai quand même la chance d'avoir hérité d'une histoire de famille longue et riche, et je me suis dit c'est un petit peu dommage que ça s'arrête ici. Et ouais, je dirais que en attendant ma première fille, je me suis vraiment dit quand même voilà, il y a quand même un domaine et un truc super chouette, et il faut que ça perdure, il faut que ça continue. Et puis on est 5 petits-enfants en fait, à avoir pu potentiellement reprendre le domaine. Puis après de longues conversations familiales, il s'est avéré que les autres n'étaient pas forcément partis pour faire ça. Et moi je me suis dit pourquoi pas. J'ai réfléchi encore quelques temps, et puis à un moment donné j'ai débarqué à Arlay pour voir papa, et je lui ai dit allez, on essaye. Et puis l'essai s'est concrétisé en reprise du domaine de manière plus carrée. Oui, parce qu'il y a la reprise du domaine, mais il y a aussi travailler en famille. C'est des enjeux qui sont différents que dans une entreprise classique. Et il y a peut-être une pression particulière, je ne sais pas. Oui, il y a la pression parce que quand on arrive déjà en tant que femme dans une entreprise qui a été gérée par 2 frères, qui sont ces 2 frères-là, c'était quand même assez impressionnant. Par contre, j'ai jamais ressenti d'hésitation de leur part. Ils étaient plutôt contents que j'arrive. C'était bien pour eux parce que c'était aussi une façon pour eux de transmettre ce qu'eux, ils avaient reçu de leur papa. Je pense que la reprise, la transmission, elle n'aurait pas eu la même saveur si ça avait été quelqu'un de tiers, même s'ils auraient joué le jeu, je pense, et l'un et l'autre de façon très pro. Mais j'avoue que c'était quand même chouette d'arriver. Alors après, il y a des conflits de génération, hein. On n'a pas la même vision des choses. Quand on arrive, on a envie de faire un petit peu tout. Et puis en fait, on s'aperçoit que avant de devoir gérer et de prendre des décisions, il faut déjà apprendre à voir comment les choses elles fonctionnent et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc c'est plutôt ça qui est difficile. Après, ils m'ont toujours laissé beaucoup de place. Et ils m'ont toujours écouté, aussi bien sur les demandes que j'avais qui étaient liées à l'adaptation finalement de mon travail en fonction de ma famille, et puis aussi aux besoins que j'avais techniques pour pouvoir prendre la main et puis devenir autonome. Est-ce que vous êtes la première femme de votre famille à gérer le domaine ?
Alors, je suis la 4e femme en ordre de succession arrivée, mais je suis la première à l'avoir acheté et à l'avoir repris en tant que patron, sans avoir un mari qui vient m'expliquer comment ça marche. J'imagine que c'est une fierté particulière. Ouais, Comment oui, vous oui, vivez oui. ça, vous ? Oui, c'est une fierté et puis c'est aussi une façon de dire un petit peu, de répondre un peu à la question que non, le monde du vin, c'est pas que un monde masculin. On peut tout faire en fait. Après, il suffit juste d'adapter parce physiquement, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire pour une femme. Mais comme quoi, par exemple ? Déplacer des tonneaux, serrer des vannes, porter des tuyaux, mettre des tuyaux en ce qu'on appelle un cavalier, les empiler les uns sur les autres, c'est pas évident. Mais à force ça marche. Donc ça, c'est d'un point de vue technique, on va dire, du métier en tant que tel. Et par rapport aux autres, par exemple, aux autres personnes, aux autres vignerons, dans d'autres domaines peut-être, comment ça se passe ? Il a fallu que je fasse mes preuves. Il a fallu que je fasse mes preuves. Après, j'ai toujours été curieuse de comment ça se passe ailleurs et de pouvoir partager mon expérience à moi avec l'expérience des autres. J'ai pas peur de dire que je sais pas faire ou que j'ai mal fait, donc j'ai pas peur d'aller chercher de l'aide ou un conseil ou même parfois de la bienveillance ou même simplement de se rassurer. J'ai la chance d'avoir un noyau de vignerons avec qui je suis assez proche, qui me soutiennent. Voilà, alors après, ça me demande aussi, moi, de m'adapter à ces bonhommes et à des fois rigoler à leurs blagues un peu... voilà, ou même, moi, être à l'origine, finalement, d'une blague que j'aurais pas forcément fait si j'avais été avec des copines ou des choses comme ça. Mais je trouve quand même que dans le Jura, quand on est une femme, en tout cas dans le monde du vin, moi, j'ai jamais ressenti ni Enfin, je crois vraiment pas qu'ils aient une vision négative de la femme qui arrive en disant tiens, qu'est-ce qu'elle va faire ? Pas du tout. Au contraire, je trouve qu'ils ont ce rapport à la femme et à la sensibilité que nous, on peut amener, qui finalement, ils le respectent beaucoup et puis finalement, ils y sont très attachés. Et Vous pensez que c'est plus facile peut-être dans le Jura que dans d'autres régions viticoles ? Oui, clairement, parce que moi j'ai plusieurs copines qui sont dans d'autres régions et elles galèrent beaucoup plus du sexisme que moi dans le Jura où j'ai jamais ressenti ça. Et puis même à l'inverse, c'est même une force dans le Jura d'être une femme. Après, on est un tout petit vignoble qui permet aussi aux jeunes de s'installer parce que le vignoble est moins cher. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui fait que le Jura finalement c'est un petit peu un Eldorado en ce moment, en tout cas sur la filière viticole. Et ouais, enfin moi pour discuter pas mal avec des copines à droite et à gauche, je pense que dans le Jura il y a plutôt un bon vivre et un respect quand même de l'autre, qu'il soit homme ou femme. Ça pour moi ça change rien. Quand on a préparé cette interview, vous m'avez raconté une anecdote sur la naissance de votre fille Lola. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'était très drôle parce que j'avais des vendangeurs qui venaient un peu de partout en France. Et donc j'ai passé 2-3 jours à aller les chercher à droite et à gauche, en l'occurrence beaucoup à la gare. Et je crois que c'est le matin du démarrage des vendanges. Et je me mets de profil à un moment donné. Il y en a un qui dit mais j'avais pas vu que t'étais enceinte. Puis j'étais quand même très très enceinte. Et j'ai pas pu du coup aller à la vigne comme je fais habituellement, mais voilà, j'étais quand même là pour vérifier. Et puis du coup le 23 au soir commence à tirer un peu et c'était très rigolo parce que en fait le domaine il est entouré d'un mur et ils s'étaient tous alignés sur le mur et moi je faisais les 100 pas et ils m'ont coaché pour que je puisse tenir le plus longtemps possible. Et c'était très émouvant parce que quand j'ai appelé pour dire que la petite était née, mon papa était à la vigne, donc en fait il a hurlé en disant ça y est, le bébé est arrivé. Et donc c'était assez drôle en fait d'avoir la réaction de l'équipe de vendange qui finalement c'était c'était un petit peu le cadeau de la vendange quoi. Et quand on est revenu 3 jours après avec la petite, ils avaient fait un cadeau commun de naissance et tout et je trouve c'était super chouette. Voilà. Et c'est assez drôle parce que du coup, ils demandent régulièrement des nouvelles. J'ai beaucoup de messages. Alors, comment ça va ? Et Lola
Donc c'est assez rigolo. Donc cette année-là, c'était pas la qualité du raisin qui apportait, c'était savoir si Lola allait bien. Ouais, bon après j'ai quand même fait attention à la qualité du raisin, mais ouais, Lola, elle a vinifié, elle avait quelques jours parce que je l'ai eu en écharpe et tout, et je suis quand même retournée travailler assez rapidement. Donc elle a fait une belle partie des vendanges avec moi, ouais. Ah, même pas un an, quoi. Bah non, à quelques jours, parce qu'elle est née elle est née le 24 et puis on s'est amusé. Enfin alors, bon, j'ai fait attention quand même, mais elle a été beaucoup avec moi. Et c'est assez drôle, il y a des photos sympas où je goûte et puis elle est là. C'était rigolo. Comment est-ce qu'on réussit à allier le rôle de maman avec le rôle de chef d'un domaine? Ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine. Comment est-ce que vous vous organisez et qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un peu une partie d'échec, je dirais. Je suis dans l'obligation de faire confiance à des personnes extérieures. En l'occurrence, nous, avec mon mari, on a fait le choix d'avoir des jeunes filles au pair qui viennent du monde entier, qui nous aident dans le quotidien de la famille parce qu'on est obligé. Après, j'ai toujours dit que quoi qu'il en soit, ça ne serait pas ma famille qui s'adapterait au domaine, mais le domaine qui s'adapterait à ma famille. Donc même si, oui, le domaine me prend énormément de temps et ça reste une priorité de ma vie, ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie, c'est quand même mes 2 filles et mon mariage aussi, parce que je suis très fière d'avoir le mari que j'ai, qui me soutient d'ailleurs énormément dans mon projet professionnel et aussi dans mon rôle de maman. Et je pense que j'élève mes filles comme moi j'ai été élevée, avec ces valeurs humaines, proches de la nature, enfin faire attention à ce qui nous entoure. Donc elles savent que le domaine il me prend beaucoup de temps et puis que je peux pas forcément être avec elles. Par contre, ce que j'essaye de leur montrer, c'est que même si en termes de temps, c'est peut-être pas suffisant par rapport à ce qu'elles auraient voulu, mais qualitativement, j'essaye de faire en sorte que ce soit toujours bien. Donc je peux passer 3 heures le mercredi à jouer à la Barbie, à jouer au Monopoly, enfin peu importe. L'idée, c'est d'avoir des vrais moments d'échange avec elles. Et puis, elles passent de plus en plus de temps ici. Donc elle voit aussi que ça veut dire quoi, c'est quoi le travail, qu'est-ce que ça implique, qu'il y a du personnel, qu'il y a des clients, qu'on ne peut pas faire comme on veut, que ça leur apprend aussi l'engagement, de dire voilà, j'ai quelque chose à faire et il faut que j'aille au bout de ce que je veux faire parce que sinon dans la vie ça ne marche pas. Enfin voilà, il y a tout ce process qui se passe et qui fait que c'est pas évident, mais qu'en fonction de comment elles sont élevées, finalement, ça, c'est gérable. Après, je suis obligée d'anticiper beaucoup. Donc, je fais beaucoup de listes. Je suis madame liste. J'ai la liste de courses, la liste des activités, la liste des habits, la liste des choses à faire, etc., etc. Donc, c'est pas forcément simple, mais voilà, j'arrive. Vous arrivez aussi à prendre le temps d'élaborer une gamme de vins nature au nom de vos filles et de vos nièces, je crois. Ouais. Donc vos filles Chloé et Lola et vos nièces Jeanne et Suzanne. Pourquoi c'est important pour vous de leur faire ce clin d'œil? Et de féminiser des bouteilles de vin aussi. Oui, c'est ça. Je pense que j'ai eu besoin à un moment donné quand même qu'il y ait une coupure entre ce que mon père et mon oncle faisaient et ce que moi j'allais amener, parce que je pense qu'au-delà de mes capacités, on va dire, de management et de gestion financière, il fallait aussi que je montre que je savais faire du vin, que j'étais pas juste la fille de quelqu'un. Et du coup, ça a commencé en fait avec la cuvée Chloé et je me rappelle très bien parce que j'ai posé la question à mon oncle en lui disant mais pourquoi finalement, tu as toujours fait les vins de papy et pourquoi tu as fait les vins de papy? Et il m'a dit, je sais pas, parce que je suis partie là-dedans, puis finalement, j'ai jamais trop osé mettre ma patte à moi. Et puis, il s'est arrêté de parler, il m'a regardé de coin l'œil, puis il m'a dit, mais toi, faut que t'oses. Et je dis, viens, on essaye de faire un truc les deux. Et puis, on a commencé à faire ce truc-là, alors qui ne s'appelait pas du tout Chloé, ça s'appelait la cuvée surprise, parce que l'idée, c'était de montrer qu'il y avait quelque chose de nouveau. Puis après, je me suis dit, oh mince, quand même, c'est rigolo parce qu'il y a eu beaucoup de générations de garçons, puis là, d'un coup, ça devient des générations de filles, plusieurs de suite. Moi, mon papa, il a eu que 2 filles. Nous, on a eu 4 filles, enfin, voilà, donc c'était assez rigolo. Et puis, je trouvais que...
l'histoire de famille n'était pas suffisamment représentée, en tout cas d'un point de vue marketing et communication. Et en cherchant un peu, je suis tombée en fait sur des archives colossales. Je pense que c'est assez rare d'ailleurs que d'avoir autant d'archives. Et j'ai retrouvé des super portraits. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Au lieu de faire un arbre généalogique lambda, je vais m'amuser à faire un truc sur les bouteilles. Et puis j'ai matché avec une super graphiste canadienne, québécoise, qui m'a dit, mais moi ça me plaît ce projet, je trouve ça cool et viens on essaye et tout. Donc ça a donné cette gamme-là. Et puis comme j'avais commencé à faire une cuvée un peu sympa, j'ai dit tiens j'essaye. Et puis à chaque fois qu'il y avait un nouveau bébé, c'était l'occasion en fait de lui faire un truc, c'était un peu un cadeau de naissance. Et puis de là il y a eu Chloé, puis Jeanne et Lola et Suzanne, et je crois qu'après au niveau des enfants et nièces ça s'arrête, mais voilà, je trouve ça amène de la fraîcheur. Et puis il fallait que ça soit une gamme de vins qui soit complètement différente de ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui, même si je suis très très fière de la gamme de vins qui existe, et je tiens beaucoup à continuer. Mais voilà, c'était pour montrer aussi que oui, le domaine il est vieux, il est là depuis longtemps, mais on est fun quoi. Oui, puis vous travaillez à renouveler. Oui, puis on sait faire d'autres choses, et puis on repousse un petit peu les techniques en fait, en disant tiens on essaye des nouvelles façons de faire, etc. Et c'était important. Puis c'est bien d'essayer de faire des nouveaux trucs. Après il y a des essais ratés, hein. Mais c'est pas grave. L'important c'est d'essayer. Alors justement, votre production elle est entièrement réalisée en biodynamie. Vous m'avez dit que votre père et votre oncle étaient un petit peu des pionniers dans le domaine. En quoi cela diffère d'une production conventionnelle ? Alors, la biodynamie, c'est une étape supplémentaire de ce qu'on appelle la culture bio. Alors, c'est une histoire de label, hein. C'est-à-dire que quand on est bio, on a un label, on est certifié bio, et c'est un cadre européen. La biodynamie, c'est un petit peu différent dans le sens où ça n'a rien à voir avec l'Europe ou quoi, c'est vraiment une méthodologie. Alors, on n'a rien inventé du tout avec la biodynamie, hein. C'est simplement, on travaille en fait en anticipation. Donc on va beaucoup utiliser tout ce qui est... on va utiliser les plantes en fait pour soigner la plante. Et puis plutôt que d'attendre qu'il y ait une maladie et d'intervenir, on va un petit peu anticiper en se disant tiens, il semblerait que le contexte climatique, etc., ou sanitaire penche plutôt vers ce problème-là, ou potentiellement il pourrait avoir ce problème. Plutôt que d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, on intervient avant pour dire à la vigne c'est bon, calme-toi, ça va aller, on va passer le truc. Ce que je trouve intéressant dans la biodynamie, c'est en fait, on revient à une méthode agriculturelle ancestrale. On va travailler les sols, on va planter des engrais verts, on va labourer. Donc on n'est plus du tout sur les vignes complètement nues, en fait, qu'on a vues pendant très longtemps. Et même quelqu'un qui connaît bien ou qui est habitué, d'un coup, on a l'impression que c'est le bazar à la vigne, parce qu'il y a de l'herbe... Il y a plein de choses, et ça ramène de la biodiversité, ce qui est fondamentalement important, ne serait-ce que sur l'équilibre climatique, hein, parce que ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie de la boucle. Et alors après, ça va un petit peu plus loin, parce que la biodynamie, on va faire aussi attention au cycle lunaire, on va faire attention, par exemple, on a des jours nœuds lunaires sur lesquels on ne va pas forcément intervenir, ni sur les vins, ni à la vigne. À l'inverse, on a des jours racines où on peut se permettre des choses différentes. On a des jours fruits où ce sont des bons jours pour travailler les vins. Enfin voilà, on a tous ce procédé. Prise en compte totale de l'environnement, oui. Et de la nature, oui. Dans son entièreté, quoi. Oui, et puis on prend en compte tous les éléments. Donc on va prendre en compte le végétal, l'animal, le minéral, l'astral, etc. etc. Et tout ça, c'est un ensemble. Alors après, il y a toute une partie d'ésotérisme, mais faudrait des conférences de plusieurs jours et plusieurs heures, donc on va pas parler de ça maintenant. Mais c'est intéressant parce que c'est un petit peu le côté de dire, en fait, il se passe jamais vraiment rien par hasard. Il y a des cycles. Il y a des moments pour faire les choses, il y a des moments pour ramasser telle plante, voilà, et on ramène un petit peu du naturel. Et ça évite d'utiliser des produits phyto qui sont en plus. Et puis, qui sont toxiques aussi pour les gens qui travaillent dans la vigne. Qui sont toxiques, ouais. Et puis après,
Et puis après, c'est le côté label de dire, bah voilà, on joue le jeu vraiment le plus loin possible qu'on puisse pour pouvoir laisser la nature reprendre ses droits. Donc en fait, c'est ça en biodynamie. C'est un peu le côté de dire, ben, en fait, la nature est reine et nous, on est à côté et juste on aide. On est là au cas où. Mais on intervient moins. Moi, je suis pas... je dis tout le temps, je suis un vigneron depuis 5 minutes. Mais et je suis pas un vinificateur, je suis pas un vinificateur œnologue comme l'était mon grand-père à jouer de la technique. Je connais la technique parce que je l'ai appris, je sais comment intervenir s'il y a un problème, mais en fait je suis là pour seconder et que j'interviens vraiment en dernière instance. Par contre, je vais être très attachée à la qualité des raisins, à la qualité de la vigne, comment est-ce qu'on va la travailler, parce que plus le raisin est beau et mieux, en plus bel état il arrive pendant le moment de la vendange, et moins j'ai besoin d'intervenir sur les vins. Enfin, en tout cas, sur la fabrication du vin. Et ça, c'est quelque chose, la biodynamie, l'apprentissage de comment fonctionne la nature, le respect surtout de ces choses-là. J'imagine que c'est votre père qui vous a transmis ces connaissances-là, mais c'est quelque chose que vous avez envie de faire perdurer vraiment. Oui, alors eux, ils ont commencé en 2006. Ils étaient dans les premiers, effectivement, dans le Jura à s'intéresser à ça. C'était assez ambitieux leur projet parce qu'ils ont commencé à faire la conversion, ils ont fait du bio et en même temps ils ont fait de la biodynamie. Alors que maintenant, si moi j'avais un conseil à donner, c'est on passe déjà en bio et ensuite on fera de la biodynamie. Pour faire de la biodynamie, il faut beaucoup lire, il faut aller beaucoup en formation, il faut beaucoup échanger, il faut beaucoup regarder ce qui se fait ailleurs. En plus, maintenant, il y a beaucoup de choses liées à l'agroforesterie, la vitiforesterie qui aussi rentrent en ligne de compte. C'est des choses qui sont super intéressantes et moi, j'adore et je prends vraiment beaucoup de temps à ça. Mais ouais, je les ai vus pleurer, hein. Rentrer en pleurs en disant papa, il nous a donné des vignes et puis on a fait un choix, mais il y a de l'herbe de partout, on s'en sort pas, on n'y arrivera pas. Enfin, ça les a dépassés. À un moment donné, ça les a dépassés. Puis petit à petit, ça s'est équilibré en fait. Et au début, je pense que mon grand-père, il n'a pas très bien pris. Enfin, il a eu peur en fait. Il a eu peur qu'ils n'y arrivent pas. Et puis juste avant de partir, il a dit vous êtes des meilleurs vignerons que j'ai été finalement. En tout cas, dans la gestion de la vigne. Et alors la biodynamie technique vigne, c'est plutôt mon oncle qui me l'a transmis parce que c'était vraiment lui le vigneron et puis c'est lui qui faisait toute la partie vraiment agricole du domaine. Et puis mon père, il m'a amené la partie aussi de dire c'est un petit peu le prendre soin de la terre, c'est le prendre soin des équipes, c'est le prendre soin de soi, puisque moi, mon grand-père, il a fait du conventionnel pendant toute sa vie, donc il avait des tâches énormes, il a pris le soleil, il y a eu les produits phyto, donc physiquement, il était marqué par sa vie de vigneron. Et je pense que papa et Jean-Philippe, ils ont dit à un moment donné, non, en fait, on peut pas aller là-dedans, donc ils ont été, un peu précurseurs, mais même un peu avant-gardistes. Parce que je me souviens au démarrage, quand ils ont commencé, c'était compliqué. Hein. C'était un peu, les gens, ils avaient une vision très péjorative de la biodynamie. C'était oh là là, c'était limite une secte. C'était c'est bizarre, faire des tisanes, planter des cornes avec de la bouse de vache, faire attention au cycle lunaire, aux marées. Quand vous dites faites des tisanes, est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est ? C'est une tisane comme vous, si vous rentrez du travail ce soir et puis que vous êtes un peu tendu, vous allez vous faire par exemple une tisane d'Achillée. Ça, c'est déstressant, ça fait du bien. Et nous, on utilise beaucoup de tisanes. Donc on prend des plantes sèches, on fait les tisanes et puis on les ajoute dans nos traitements. Ou parce que, par exemple, on a eu de la grêle, et on va intervenir avec de l'Achillée et puis de l'arnica, par exemple. Est-ce que les mentalités, elles évoluent justement par rapport à ce que vous dites ? Vous êtes moins regardés comme des personnes bizarres. C'était ça, non mais c'était ça. Puis les jeunes, ils ont fait beaucoup de mélanges aussi avec la religion. Ouais, d'amalgame avec les religions. Alors c'est pas du tout une religion, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les mentalités, elles évoluent parce que, il y a de plus en plus de domaines en biodynamie. Il y a 2 labels, en fait, qui sont connus. Il y a Déméter, avec lesquels moi je travaille, et il y a Biodivin. Donc déjà, c'est des termes que les gens connaissent.
D'abord, on a aussi une population, enfin des consommateurs aujourd'hui qui sont quand même intéressés à ce qu'ils ont et dans l'assiette et de fait dans leur verre, donc ça prend en ligne de compte. Mais au-delà de ça, la qualité des vignes. Parce que eux, en 2006, ils n'avaient pas le recul. Mais là, maintenant, 2025, les professionnels de la vigne ne peuvent que constater que votre vigne se porte bien. Et puis ça se voit. Ça se voit, on le sent. Quand on gratte dans la terre, on voit que c'est vivant, on voit qu'il y a de la vie. Enfin voilà, donc ça se voit. C'est quelque chose qui est tangible. Alors que quand ils ont commencé, on en était loin. Alors c'est pas parfait, hein, parce que on n'est pas parfait, hein. Mais on fait ce qu'on peut, en tout cas, et on fait avec les moyens qu'on a et on fait comme on peut. Et pour moi, c'est déjà chouette de pouvoir faire ça. Alors, on parle justement de l'évolution des regards, on peut parler aussi de l'évolution des modes de consommation. Ces dernières années, ça change quand même pas mal. Il y a pas mal de gens qui commencent à se poser des questions sur leur consommation d'alcool. Comment est-ce que vous appréhendez ces changements, ces débats, ces enjeux ? Alors moi, à mon niveau, je ne sais pas si j'appréhende grand-chose. Non, c'est juste que moi, je pense que le vin, de façon générale, c'est pas un besoin primaire. On n'a pas besoin de vin pour vivre. C'est quelque chose qu'on a dans notre façon, dans notre vie, dans nos habitudes. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui consommeront du vin parce que ça fait partie de l'identité de la France, etc. En plus, le Jura bénéficie d'une évolution, en tout cas d'une image de marque ces dernières années qui est quand même vachement jolie. Enfin, je veux dire, on part de très loin et aujourd'hui, moi, je vois, parce que j'ai la chance de voyager pas mal dans le monde, donc je vois aussi le regard des gens par rapport aux vins du Jura, même si ce sont des vins qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Il y a quand même cette curiosité, cette ouverture d'esprit de dire je vais quand même essayer. Et puis on va quand même défendre notre terroir. On fait quand même des trucs qui sont intéressants, qui sont chouettes. Et on a la chance d'avoir un vignoble qui est très très parsemé et qui a différentes, différents sols. Enfin voilà, et ça nous permet d'avoir une mixité finalement de produits, même si on a des appellations et qu'on a un cadre, mais on a une mixité de choses de par les sols, par le terroir qui est un petit peu différent en fonction d'où on se trouve dans le Jura. Alors après, il y a toute la notion, par exemple, des vins sans alcool, etc. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense qu'il y en a qui s'y intéressent vraiment, donc ça veut dire qu'il y aura cette offre-là aussi, qui est très bien pour les gens que ça intéresse. Maintenant, je pense que moi, avec l'histoire que j'ai et la chance d'avoir toute cette histoire, tous ces savoir-faire, je me vois pas trop faire du vin sans alcool. Enfin, je suis pas sûre que c'est là-dedans que j'excellerais. Et surtout que j'ai un devoir de mémoire, dans la mesure où moi, quand j'ai racheté le domaine, j'ai racheté aussi à peu près 30 000 bouteilles de vieux millésimes qui sont gardées depuis plusieurs générations par ma famille. Et que j'aimerais bien continuer ça, parce que je trouve que ça, c'est vraiment important. Et ça montre aussi la longévité de notre famille et de ce savoir-faire-là. Et je pense pas que ça marcherait avec des vins sans alcool. Et après, à mon sens, c'est une question de positionnement marketing et qu'il faut savoir trouver le bon équilibre pour se sentir bien. Et que pour moi, il y a de la place pour tout le monde, il suffit juste de... Oui, vous n'êtes pas particulièrement inquiète par le recul de la consommation d'alcool en France ? Non. Non, parce que pour moi, c'est différent. Alcool-vin, c'est pas exactement la même chose. Et puis, tant qu'il y aura de la gastronomie, il y aura des vins. Donc, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, il faut ouvrir les vannes et c'est la fête tout le temps. Voilà. Encore que chacun vit comme il veut. Hein. Je sais pas. Parlons d'un changement qui impacte forcément votre métier, c'est le changement climatique. Comment est-ce que vous abordez cette problématique ? Comment vous le ressentez déjà ? Est-ce que vous le ressentez ? Et puisque vous avez une vision sur plusieurs générations, j'imagine que vous en avez parlé aussi avec votre père et lui avec son père avant vous. Comment est-ce que vous gérez ça ? Alors le gérer, c'est un peu compliqué parce que on n'a pas vraiment on peut pas vraiment
on peut pas vraiment intervenir. Après, pour moi, il y a des phases. On rentre dans des cycles, et les cycles ils durent plus ou moins longtemps, et je pense qu'on a toujours eu ça. Ce qui est préoccupant, c'est effectivement ce réchauffement climatique, et c'est aussi finalement la façon qu'on a de respecter l'environnement qui nous entoure, etc. Je pense qu'on va être amené peut-être à un moment donné à s'ouvrir et puis à dire peut-être que nos cépages à nous, petit à petit, ils vont avoir de plus en plus de mal dû aux problématiques climatiques. Alors, soit de chaud, soit de gel, parce qu'en fait, dans le Jura, on a un peu les deux. On a le gel au mois d'avril-mai qui peut être catastrophique. Et puis, on a les coups de chaud l'été avec, par exemple, notre cépage de Poulsard qui est assez fragile, qui a du mal avec le chaud. À côté de ça, on a le savagnin, qui est quand même le cépage emblématique du Jura, qui nous sert à faire le vin jaune, qui est beaucoup plus... qui met plus de temps à fleurir et donc à commencer à fleurir. Et donc, il gèle moins et il supporte mieux la chaleur. Donc, d'un côté, c'est un peu aussi de dire... en revenant à des choses qui se faisaient avant et finalement en bonne intelligence, en regardant un petit peu comment on va faire pour adapter et comment justement la biodynamie aide à ça aussi, de dire... Vous avez peut-être un temps d'avance pour le coup par rapport à... Enfin en tout cas vous avez l'habitude de réfléchir. Ouais, et puis en fait on gère des problèmes qu'en conventionnel ils ont moins parce que y a pas par exemple ils n'ont pas d'herbe ou quand ils ont des maladies ils mettent des produits. Alors après attention, on est quand même plus il y a 30 ans en arrière ils y allaient franco sur les produits. Maintenant même les domaines non conventionnels ils ont quand même ce truc de dire peut-être qu'il faut qu'on adapte. Donc après il y a tout ce qui est HVE et tout ça, des nouveaux, on va dire, labels de référence qui permettent quand même aux conventionnels de dire si je peux réduire le truc et le faire de manière plus facile, plus raisonnée, je le fais. Après, c'est toujours pareil, c'est un petit peu à l'image de la personne qui est en face de soi, qu'on a en face de soi. Puis ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais pour moi, par exemple, une des vraies réponses une des choses que j'ai trouvé qui est une vraie réponse à ça, par exemple, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire de remettre des arbres, de remettre des haies, de permettre d'avoir une biodiversité beaucoup plus marquée. Parce que mettre des arbres, ça protège le gel, ça fait une réserve d'eau naturelle. Donc quand il fait chaud, les pieds ils vont aller chercher l'eau là où il y en a. Ça protège du chaud parce qu'il y a des zones d'ombre, donc voilà. Enfin, c'est peut-être une réponse, ouais. C'est-à-dire que ça veut dire aussi changement du paysage français et de plus voir ces grandes plaques de vignes avec que de la vigne, mais un peu de haies, un peu d'animaux. C'est ce sur quoi vous travaillez, vous par exemple, ces dernières années. Oui. Donc vous replantez des arbres, vous replantez des haies. Ouais. Et puis j'espère pouvoir même ramener de l'animal pour sortir de ce côté culturel avec seulement que de la vigne, mais voilà, diversifier et dire en fait on est sur un ensemble et que si chaque élément reprend sa place, finalement c'est une bonne façon de répondre à ces problématiques climatiques. Alors le problème qui se pose, c'est qu'on est quand même vigneron, donc l'idée c'est de faire du vin et que plus on plante des arbres et moins on plante de la vigne et qu'il faut trouver le bon équilibre. Mais donc peut-être ça veut dire plus de superficie et que ça prend du temps parce qu'un arbre ça pousse pas en 5 minutes. Oui, en tout cas votre métier, puisque ma dernière question était comment voyez-vous l'évolution de votre métier, vous commencez à y répondre là finalement. Ouais. Peut-être que les vignerons planteront des arbres. Ouais, ça sera des planteurs d'arbres. Non, mais oui. En tout cas, moi, c'est une des visions que j'ai. C'est une des choses que j'ai envie d'essayer. Et en tout cas, c'est dans d'autres régions du monde et un petit peu plus dans le sud de la France, ils ont ce retour-là d'expérience avec cette vitiforesterie qui, à mon sens, est un bon moyen d'essayer de s'adapter finalement. Le métier, il évolue, parce que on n'est pas que vigneron, on est manager, on est commerciaux, on est administratif, on est comptable, on est beaucoup de choses qu'on n'était pas avant. Vous êtes peut-être plus manageuse et commerciale que vigneronne ? Je suis pas sûre.
Je suis pas sûre. J'ai appris parce que j'ai commencé par apprendre toute cette partie-là administrative et commerciale, etc. Mais je crois pas. Je crois que moi, je me sens bien à la cuverie. Et je me sens bien au milieu de mes tonneaux et de mes vannes et de mes tuyaux. Et tant qu'il y a ça, ça équilibre. Après, oui, après, je suis obligée. Il y a 10 hectares, il y a des salariés, il y a des alternants, il y a des gens qui viennent visiter. Donc, on me demande aussi d'intervenir sur plein de sujets différents. Et c'est un monde, le monde viticole, c'est un monde où la filière viticole est assez... Enfin, c'est un peu un microcosme. Et il y a beaucoup d'associations, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de sujets dans lesquels on intervient. Et par exemple, dans le Jura, voilà, on a un comité interprofessionnel des vins du Jura, donc il y a des choses à faire. On a une société de viticulture, il faut y prendre part. On a la percée du vin jaune qu'il faut organiser. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que, au-delà du métier de vigneron en tant que tel, voilà, il y a plein d'autres qualifications. Et ça, peut-être que ça fait partie justement des évolutions du métier, d'avoir de plus en plus de casquettes. Oui, clairement. Et je peux comprendre du coup qu'il y ait des vignerons qui sont un peu dépassés des fois. J'entends. Vous êtes plutôt enthousiaste. Oui, parce que j'ai ce côté où j'aime bien pouvoir changer et faire plein de choses. Et puis, on est quand même dans tout le monde agricole, les agriculteurs qui arrivent à gérer du début à la fin, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation, c'est nous. Parce qu'on peut le faire. Alors après, on peut ne pas le faire, mais on peut le faire. C'est plus facile pour un vigneron de planter ses vignes et de vendre son vin que pour un éleveur de vendre son lait directement, par exemple. Ça se fait pas, c'est pas possible. Donc c'est une chance qu'on a. Mais ça veut dire qu'il faut pousser les frontières. Puis ça veut dire qu'il faut gagner des compétences autres. Et puis ça veut dire qu'il faut oser parler. Faut être capable de s'évaluer. Faut être capable de faire des prix. Faut être capable d'expliquer. Des fois, c'est pas simple. C'est beaucoup de travail pour une reconnaissance qui vous paraît juste. Je crois qu'elle arrive tard, la reconnaissance. je crois que c'est à la fin de sa vie qu'on se dit « Ah, quand même, j'ai eu ça. » En fait, c'est chouette parce que c'est vachement sympa quand la première fois qu'on a fait... Enfin, moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait une cuvée de A à Z et les retours des gens. Et c'est un moment à la fois hyper stressant parce qu'on se dit oh, mon Dieu, à tout moment ça va pas plaire et les gens ils vont me démonter et il y a toute cette image, ce poids familial qui est derrière moi qu'il faut que j'assume. Mais tout en leur disant oui mais attention, je vois pas les choses de la même manière, j'ai pas exactement les mêmes méthodes de travail, c'est pas exactement de la même façon que je fais que les autres avant moi faisaient, etc. Et puis quand les gens goûtent et regardent et sourient ou mettent le nez en disant mais ça me rappelle quand on était chez machin et qu'on goûtait les glaces à tel goût. Et là on se dit ah ok c'est bon, ça y est j'ai capté le truc. Et il y a cette espèce de bien-être et de dire ok je suis au bon moment et j'ai trouvé la bonne place et en fait c'est ça que je veux faire. Et j'espère vraiment que chaque être humain, à un moment donné, aura ce sentiment de « en fait, je suis à la bonne place, avec les bonnes personnes ». Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Laura. Avec plaisir. Merci.